à Michela Secchi, notre présidente, de dire quelques mots d'accueil à chacun. Un petit mot alors pour vous dire que c'est au nom de l'association de la presse étrangère que je tiens à remercier les hôtels Bavarese d'avoir accepté ce partenariat inédit entre l'hôtel Raphaël et l'APE. Ainsi, 2 ans après la fermeture du CAP, pouvons-nous renouer avec les rendez-vous politiques de l'APE dans un lieu prestigieux et de belles traditions parisiennes. Nous espérons, en effet, organiser une rencontre par mois au cours de l'année à venir. Merci à la direction et au personnel de Raphaël pour l'accueil. Je remercie aussi M. Bruno Le Maire d'avoir accepté l'invitation de l'Association de la presse étrangère et inauguré la reprise de nos rendez-vous politiques. Et à vous, chers membres de l'APE, je vous remercie d'être présents à cette conférence. Je passe la parole à Christine Ranuquel sans oublier de la remercier, car c'est grâce à elle que ce partenariat a pu se faire. Merci à tous. Bien, alors sans plus attendre, merci Michela. Monsieur le ministre, cher Bruno, et c'est sur ce mode qui remonte à bien des années que je continuerai, tu fus l'un de nos derniers invités au CAP, alors au Grand Palais. C'était au printemps 2013 et par souci de continuité, j'ai tenu à ce que tu inaugures ce nouveau cycle de rencontres. Alors, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, on prétendait l'UMP en pleine déroute, et pourtant, fort d'une nouvelle équipe, elle se remet en marche avec un nouveau président. Tu fus son challenger et créa la surprise avec un score de 30% jugé par tous très prometteur. Depuis, on murmure que tu sillonnes la France à grands pas, tissant ta toile, organisant tes réseaux. Ceci sans autre but, bien sûr, que de conforter ton assise électorale en Normandie. Et au-delà de la France, on connaît tes convictions pour l'Europe, mais aussi ton intérêt pour la politique internationale. Nous y reviendrons dans une seconde partie, mais comme beaucoup de mes confrères sont en France pour couvrir la politique intérieure, je te propose de commencer par ce volet. Alors ma première question appelle une réflexion. François Hollande donnera dimanche une longue interview à nos confrères de Canal+, livrant sans doute le bilan de ses 3 premières années à la tête de l'État. Je ne te demanderai certes pas une analyse globale de sa politique, ce sera un peu long, mais pourrais-tu citer un élément de ce bilan que tu juges particulièrement négatif pour la France, et ensuite, pourquoi pas, un élément positif accompli au cours de ces 3 dernières années? Je mets le sablier, 3 secondes pour la trouver. Merci, chère Christine, et merci à tous d'être venus un vendredi après-midi me rencontrer et de résister au charme de la terrasse de l'hôtel Raphaël. Je veux dire que c'est de votre part un signe de gentillesse à mon égard auquel je suis très sensible. Alors malheureusement, Christine commence par les questions qui fâchent, mais c'est pas grave. Je vais essayer quand même de trouver un point positif dans les 3 premières années de François Hollande à la tête de l'État. Je pense que j'en trouverai davantage de négatifs. Le point positif, je crois, c'est l'intervention au Mali et la lutte militaire contre le terrorisme islamiste. Je pense que la France n'a pas d'autre choix que d'aller combattre les islamistes radicaux là où ils se trouvent. C'est vrai au Mali, c'est vrai en Irak avec Daesh, et j'appuie cette lutte militaire contre le terrorisme islamiste là où il se trouve, que ce soit en Afrique ou au Proche ou au Moyen-Orient. Pour le reste, le quinquennat de François Hollande est à mes yeux le quinquennat du déclassement. Déclassement d'abord des Français, qui vivent de moins en moins bien, qui sont accablés de taxes et d'impôts supplémentaires, pour des services publics qui pourtant ne s'améliorent pas, et pour un niveau d'endettement qui reste toujours aussi élevé. Déclassement de notre système éducatif, qui ne permet plus à des jeunes Français de réussir, qui ne reconnaît plus le mérite. On se souviendra que c'est sous un quinquennat de gauche qu'on aura supprimé les bourses au mérite. Déclassement de notre système scolaire avec une réforme proposée par Najat Vallaud-Belkacem du collège qui se solde à nouveau
par un renoncement à toute exigence en termes de savoir. Je pense à l'abandon du grec, du latin et des humanités, que je condamne totalement. Renoncement à toute exigence en termes de notation, renoncement à toute exigence en termes de maîtrise des savoirs fondamentaux, en particulier de la langue française, qui est pour moi un combat essentiel. Quinquennat du déclassement des Français, quinquennat du déclassement de notre système éducatif, quinquennat du déclassement aussi de la France sur la scène européenne, où aujourd'hui on voit bien que la parole française ne pèse plus ce qu'elle pouvait peser auparavant, tout simplement parce que nos résultats économiques sont désastreux, que le chômage continue à progresser et que nous serons, en 2016, le seul État membre de la zone euro à ne pas respecter nos engagements au regard des traités européens. Le quinquennat de François Hollande est pour moi le quinquennat du déclassement national. Et c'est bien pour cela qu'il y a une responsabilité aussi lourde qui pèse sur les épaules de l'opposition. L'opposition ne doit pas se contenter de gagner des batailles électorales, même si je me félicite de nos victoires aux élections municipales en 2014 et départementales le mois dernier. L'opposition doit aussi être capable de proposer un espoir aux Français. Pour cela, il faut reprendre le chemin du cœur des Français. C'est un chemin qui est long à retrouver, parce que les Français ont été déçus par ce que nous avons fait au pouvoir. Ils estiment que nous n'avons pas tenu parole sur beaucoup de sujets, qui vont des 35 heures jusqu'à la lutte contre l'immigration clandestine. Pour retrouver le cœur des Français, il faut passer du temps auprès d'eux, il faut aller les voir, il faut observer les initiatives qui sont prises par les Français dans les départements, dans les cantons, initiatives prises contre le chômage, pour accompagner les chômeurs de longue durée, pour mieux former les gens, pour faciliter la garde d'enfants des femmes seules qui cherchent à retrouver un emploi alors qu'elles doivent trouver une garde pour leurs enfants. C'est tout ça qu'il faut que nous fassions dans les mois qui viennent, aller au plus près des Français pour à nouveau reconstruire un projet qui puisse être un espoir pour eux. Face au quinquennat du déclassement, notre famille politique doit proposer un nouvel espoir pour les Français. Bien. Est-ce que quelqu'un veut tout de suite poser une question ou bien on enchaîne là? Oui. Martina. Alors, vous pouvez le micro là. Oh, pardon. Je donne à Martina après. Merci. Je vous demanderai de concrétiser un peu parce que ce que vous critiquez, ça me semble être le travail normal de l'opposition, on va dire. Qu'est-ce que vous ferez autrement dans le futur que le président Hollande, notamment en ce qui concerne les dettes et tous ces grands problèmes dont la France souffre? Martina Zimmermann, radio allemande, je m'étais présentée tout à l'heure déjà. Merci. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire différemment. D'abord, je pense que les Français sont en attente de pratiques politiques totalement différentes. C'est ce que j'appelle le renouveau. La France est en attente d'un renouveau politique. Et, c'est un mystère pour personne, je veux porter ce renouveau politique à droite. Le renouveau politique, c'est d'abord un comportement politique différent. C'est refuser de cumuler les mandats. Je ne me suis pas présenté à la mairie d'Évreux dans ma circonscription. Je ne serai pas candidat aux élections régionales à la fin de l'année parce que je suis député et que je refuse de cumuler les mandats. Ma proposition, c'est, pour les responsables politiques français, un mandat, un salaire. Comme tous les autres Français. Comme tous ceux qui ne font pas de politique et qui ont un emploi et un salaire et rien de plus. Le renouveau des pratiques politiques, c'est dire que lorsqu'on est député ou sénateur, on fait 3 mandats successifs et pas un de plus. Ensuite, on laisse sa place à une autre génération. Le renouveau politique, c'est réduire le nombre de parlementaires pour restaurer la crédibilité du mandat parlementaire. Moi, je propose 400 députés au lieu de 577
et je propose 2 sénateurs par département. Le renouveau politique, c'est refuser que la France soit dirigée par une promotion de l'École nationale d'administration, comme c'est le cas aujourd'hui. La promotion Voltaire a pris le pouvoir dans notre pays. Dans aucune démocratie, on n'accepterait qu'une promotion d'une seule école truste les fonctions de responsabilité, comme c'est le cas aujourd'hui en France. Moi, je demande que tous les hauts fonctionnaires qui font de la politique démissionnent de la fonction publique, comme je l'ai fait il y a maintenant plus de 2 ans, et comme Nathalie Kosciusko-Morizet l'a fait également il y a quelques semaines. Je veux porter un renouveau profond de la pratique politique en France. C'est la condition de la restauration de la crédibilité de notre parole politique. Il y a tellement de Français qui nous disent, à nous l'opposition, mais de toute façon, on vous a cru une fois, vous nous avez trompé, on ne vous croira pas une 2e fois. La seule façon de restaurer la crédibilité de la parole politique, c'est d'abord que les politiques changent eux-mêmes. C'est la première chose que je ferai de manière différente de celle de François Hollande. La deuxième, c'est de poser très clairement les choix devant les Français et de tenir parole. Les Français n'en peuvent plus d'avoir des responsables politiques qui, pendant les campagnes, promettent monts et merveilles et font exactement le contraire quand ils sont arrivés au pouvoir. François Hollande a promis l'inversion de la courbe du chômage, c'était sa promesse principale. 3 ans après, le chiffre symbolique du désastre du quinquennat de François Hollande, 600 000 chômeurs de plus en 3 ans. C'est le chiffre symbolique du désastre du quinquennat de François Hollande et de ce que j'appelle le quinquennat du déclassement national. Fixer clairement des priorités, c'est dire aussi quelle vision nous avons du pays. Moi, je veux que nous ayons demain un État régalien qui retrouve son autorité, qui soit respecté, qui soit capable d'expulser les immigrés en situation irrégulière présents sur notre sol, alors qu'aujourd'hui, il ne le fait plus, ou il ne le fait que minoritairement. Un État qui soit capable de lutter avec efficacité contre le développement du trafic de drogue partout en France, dans toutes les communes, dans toutes les grandes agglomérations, le trafic de drogue se développe, la consommation augmente et les saisies baissent. C'est le signal de la défaite de l'État français face aux trafiquants de drogue. Nous devons rétablir l'autorité de l'État en France. Deuxième élément qui me paraît essentiel, c'est donner enfin aux entrepreneurs la liberté dont ils ont besoin pour créer des emplois. La liberté, c'est avoir un régime social pour les indépendants, pour les libéraux, pour les commerçants, qui soit plus juste que ce qui existe aujourd'hui. D'où la proposition que j'ai faite sur le RSI, le régime social des indépendants, de permettre aux indépendants de se rattacher au régime général. Des propositions que j'ai faites sur le code du travail, pour qu'il soit plus simple. Des propositions que j'ai faites sur le contrat de travail, avec un seul objectif au bout du compte, c'est qu'on laisse nos entreprises créer les emplois dont les Français ont besoin. Et cette proposition que je fais aujourd'hui devant vous, ça fait 4 ans que je défends ces idées-là. 4 ans. Toutes ces propositions que j'ai faites sur le code du travail, sur la réforme de l'indemnisation du chômage, sur le contrat de travail, elles figuraient dans le projet que je voulais porter pour ma famille politique en 2011 et qui a, je le rappelle, été rejeté par tout le monde. Tout le monde à droite a rejeté des propositions que, aujourd'hui, la droite commence à trouver intéressantes. J'ai le mérite de la cohérence, de la constance. Je suis un paysan. Je trace mon sillon. Et je ne dévie pas de mon sillon. Enfin, il me semble, dans ce cap que nous devons fixer, qu'au-delà du renouvellement de la pratique politique, de l'État régalien fort, des entreprises libres, nous devons faire de l'éducation la grande bataille de la droite pour les 10 prochaines années. L'effondrement français est d'abord un effondrement de notre système éducatif, qui ne permet plus à nos enfants de réussir, de maîtriser les savoirs fondamentaux, d'avoir un emploi à la sortie de leurs études. Personne ne peut se résigner à cela. Ça doit être, pour demain, la grande bataille de notre famille politique, qui doit aller
de la restauration de l'apprentissage du français au primaire, à l'ouverture du collège à toute la diversité des intelligences, plutôt que d'avoir un collège unique, en passant par des universités qui conduisent à de vrais emplois et pas simplement à des diplômes. Voilà les deux différences fondamentales que je fais entre le quinquennat de François Hollande et ce que doit proposer la droite. Une pratique politique différente et un cap clair. Frédéric Castelnutt, Monsieur le ministre, une majorité de Français sont déçus par effectivement la politique du gouvernement actuel. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au-delà des actions que vous proposez, est-ce que les Français n'ont pas l'impression de cacophonie à droite? Et comment sortir de cette impression? Et il y a quelques jours, je suis allé écouter la Philharmonie de Vienne. Vous savez que j'aime beaucoup la musique classique. Je ne vous dis pas qu'à droite, nous avons déjà le son harmonieux et uni, la Philharmonie de Vienne. Mais on s'en rapproche petit à petit. Et je trouve que les choses vont mieux. Il y a eu beaucoup de cacophonie à droite pendant les 2 premières années du quinquennat de François Hollande. Il y a eu des déchirements, il y a eu des divisions, il y a eu des querelles profondes qui ont laissé des traces d'ailleurs. Mais j'estime aujourd'hui que depuis l'élection de 2014, qui a été une élection réussie, où il y a eu un vrai débat entre 3 projets politiques différents, celui d'Hervé Mariton, celui de Nicolas Sarkozy, le mien, il y a eu un résultat qui n'a été contesté par personne. Eh bien, cette élection nous a permis de repartir du bon pied. Et je pense que cette élection de 2014 restera comme un élément fondateur du redressement de la droite pendant le quinquennat de François Hollande. Il faut encore, les choses ne sont pas parfaites. On peut encore améliorer beaucoup de choses à droite. Il y a encore trop de critiques de personnes, trop de grincements ici ou là. Et je pense qu'on devrait se fixer comme règle de ne jamais critiquer un autre membre de sa famille politique. Mais quels que soient ces petits couacs qui peuvent arriver, j'estime que les choses vont dans la bonne direction. Des fausses notes, il y en aura toujours. Je vais vous donner un exemple musical, moi qui suis un grand fan de piano et de Vladimir Horowitz, et il disait toujours les fausses notes ça compte pas, du moment que l'interprétation est bonne. Et là, je souhaite qu'à droite ce soit la même chose. Bon, nous avons 2 questions par ici. Ah pardon, vas-y, je le montre. Là, passe. Il y en a 2. Je vous avais dit tout à l'heure, la France doit combattre le terrorisme où elle est. Est-ce que ça peut arriver jusqu'à le Yémen? C'est pas que ça peut arriver jusqu'au Yémen, c'est que le terrorisme islamiste est au Yémen. Quelle est la stratégie de Daesh? La stratégie de Daesh est une stratégie de terreur médiatique et d'encerclement stratégique. Terreur médiatique avec les limites de l'horreur qui sont repoussées toujours plus loin. C'est des exécutions capitales rendues publiques. C'est un gosse de 12 ans qui tire une balle dans la tête d'un otage. C'est un otage jordanien qui est brûlé vif dans une cage. Je ne vais pas faire la liste des horreurs de Daesh, mais c'est une stratégie sciemment orchestrée d'intimidation médiatique par l'horreur. Et de l'autre côté, une stratégie d'encerclement stratégique, qui consiste à partir de l'Irak, à se développer en Syrie, puis à redescendre jusque vers le Yémen, et à remonter vers l'Afrique, notamment l'Afrique du Nord, avec un combat majeur qui se livre aujourd'hui en Libye, à quelques centaines de kilomètres des frontières européennes. Bien moi, ce que je souhaite, c'est que tous les États démocratiques, tous les États de la région, avec les États européens, s'allient contre le terrorisme, dans ce combat contre le terrorisme. Et je pense que dans ce combat contre le terrorisme, nous avons besoin de clarté et nous avons besoin de détermination. De clarté, ça veut dire que je refuse les ambiguïtés que certains États ont pu entretenir dans le passé avec les frères musulmans,
ou avec un certain nombre d'organisations qui sont liées plus ou moins avec le terrorisme. J'ai eu l'occasion de dire que je souhaitais que l'Arabie Saoudite, le Qatar, clarifient leur position avec les organisations comme les Frères musulmans, et je le redis. J'ai eu l'occasion de le dire à l'ambassadeur du Qatar, et je l'ai dit sans aucune agressivité. Je pense que c'est dans l'intérêt de ces États de clarifier leur position et leur choix vis-à-vis des Frères musulmans ou vis-à-vis des organisations terroristes. C'est très important pour qu'il n'y ait plus aucun soupçon, tout simplement, et que nous puissions compter sur eux avec toute la fiabilité que nous pouvons attendre des alliés de la France. Je pourrais dire aussi de la Turquie. Je pense que la Turquie est aujourd'hui un élément absolument clé dans la lutte contre le terrorisme, en raison de son positionnement géographique, et aussi parce que la Turquie est membre de l'OTAN. J'ai vu que la Turquie a récemment évolué dans ses positions. Mais je rappelle qu'il y a encore quelques mois, la Turquie accueillait dans ses hôpitaux des combattants de Daesh. J'aimerais que la Turquie poursuive dans cette voie d'éclaircissement de sa position pour qu'on puisse se dire que la Turquie est un allié fiable et solide dans la lutte contre le terrorisme. Vous êtes égyptienne. L'Égypte d'Al-Sisi a fait un choix très clair dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est important. Il faut de la clarté. Le temps du double jeu doit être fini. Quand il y a un ennemi aussi important que l'ennemi islamiste, il n'y a pas de double jeu possible, car sinon tout le monde y perdra. Clarté et détermination. Et là, je dois dire que je regrette que les États européens ne soient pas davantage engagés aux côtés de la France dans la lutte militaire contre le terrorisme. Alors, je sais bien que beaucoup d'États européens ont envoyé des moyens militaires, donnent ce qu'on appelle un support à l'intervention française au Mali ou en Irak. Mais est-ce qu'ils peuvent faire plus? La réponse est oui. Et j'attends de nos alliés européens, de nos partenaires européens qui sont sur le même continent, dans le même projet politique que le nôtre, qu'ils fassent davantage dans la lutte militaire contre le terrorisme. Vous pensez que la France doit aider l'Égypte dans son combat contre les frères musulmans ou les terrorismes, surtout au Sinaï et en Libye aussi? L'Égypte est un allié. Je pense que nous travaillons déjà très étroitement avec le gouvernement égyptien. La vente des Rafales au gouvernement égyptien est un signal très clair de la coopération étroite qui existe maintenant entre l'Égypte et la France. La Libye est pour moi un sujet de préoccupation majeur. C'est très clairement l'endroit où se joue aujourd'hui la défaite ou la victoire des islamistes radicaux. Les islamistes radicaux perdront la bataille, j'en suis certain. Et ce que je souhaite, c'est qu'ils la perdent le plus vite possible. Et avec des conséquences qui soient les plus réduites possibles pour les États européens. Parmi les conséquences importantes pour nous, il y a le risque d'une immigration clandestine massive, venue de la Libye vers l'Italie, puis le reste de l'Europe. Et là, je tiens à dire que l'Union européenne n'a pas pris la mesure de la gravité de la menace. Et j'aimerais qu'en matière de lutte contre l'immigration clandestine, l'Union européenne fasse beaucoup plus que ce qu'elle fait aujourd'hui. Qu'elle intervienne davantage dans les pays sources, en amont, avant que des milliers de réfugiés, qui sont des milliers de malheureux, se retrouvent sur des bateaux de fortune, exploités par des trafiquants de misère, qui risquent leur vie au milieu de la Méditerranée, ou une fois qu'ils sont arrivés sur les côtes européennes. C'est avant que l'Union européenne doit intervenir, c'est dans les pays sources, avec une politique de développement, avec une politique sur les visas, avec une politique d'accompagnement de ces personnes dans leur pays d'origine. Je veux que l'Union européenne soit capable de mieux contrôler ses frontières extérieures, qu'elle se dote des moyens nécessaires pour contrôler les 86 millions d'euros pour Frontex. Avec ça, vous contrôlez 1 kilomètre de côte. On sait tous qu'il y a des dizaines de milliers de ressortissants qui attendent aujourd'hui de débarquer sur les côtes italiennes. Qu'est-ce que fait l'Union européenne? Elle est où la politique européenne? Il est où le Conseil européen consacré à l'immigration clandestine? Je pense que ça justifierait une réunion du Conseil européen sur cette seule question de l'immigration clandestine, parce que derrière, il y a un enjeu de vie ou de mort pour des milliers de personnes. Et ça reste entre les mains de techniciens. Quand est-ce que l'Europe va prendre la mesure de sa responsabilité politique?
Quand est-ce qu'elle va comprendre que c'est entre ses mains que se joue le sort de dizaines de milliers de personnes? Quand est-ce que les responsables politiques européens vont prendre conscience qu'ils sont responsables de la montée des extrêmes partout en Europe? Et que faute de répondre à ces sujets très concrets, comme l'immigration clandestine, eh bien on voit monter partout en Europe des partis extrémistes. C'est vrai en Italie, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Grèce, c'est vrai en France. Je souhaite juste que l'Europe soit enfin à la hauteur de ses responsabilités historiques. Elle ne l'est pas aujourd'hui. À propos des Oui, après, aides, ce sera sans faute. Ouais. Vas-y, je allez-y, peux allez-y. ou- Oui, allez-y, Allez-y. après donnez à notre consoeur, excuse-moi. Comment voyez-vous Présentez-vous, soyez gentils. Amalia Heyer du magazine Der Spiegel. Comment voyez-vous la stratégie de votre parti contre le FN, notamment du président de votre parti? Le FN est fort quand nous sommes faibles, et le FN est faible quand nous sommes forts. La seule chose et la seule stratégie que je connais, c'est que nous soyons forts. Fort, ça veut dire quoi? Fort, ça veut dire rassembler. Je répondais tout à l'heure à votre collègue britannique, je pense que nous sommes plus rassemblés aujourd'hui, et donc plus forts que nous l'étions hier. Fort, ça veut dire avec des propositions qui soient claires sur tous les sujets qui intéressent les Français. Et les sujets qui intéressent les Français aujourd'hui, ce n'est pas l'organisation de l'UMP, ce n'est pas le changement de nom de l'UMP. Ce qui intéresse les Français, quand je le dis, vous connaissez ma position là-dessus, ça a été la mienne pendant ma campagne et je n'ai pas de raison d'en changer. Je pense que la question du nom est accessoire. Ce qui est essentiel, c'est ce que nous proposons aux Français sur le chômage, sur l'emploi des femmes seules, sur l'immigration clandestine, sur la réindustrialisation du pays, sur l'apprentissage, sur notre système éducatif. C'est sur tout ça que les Français nous attendent. Et si nous sommes forts sur notre projet, forts sur nos propositions, le Front National sera faible. Fort enfin, ça veut dire être capable d'avoir du punch, de dénoncer les illusions et les mensonges que vend Marine Le Pen aux Français. Quand elle dit qu'elle va augmenter le SMIC de 200 ou de 300 euros par mois, qui va payer? Quand on augmentera les salaires des fonctionnaires de 200 ou 300 euros par mois, qui représentent des milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires, qui va payer? Le contribuable. Quand elle nous dit qu'elle va sortir de l'euro, qui remboursera les emprunts des Français qu'ils vont rembourser en francs, qui ne vaudra rien, alors que l'emprunt continuera à être libellé en euros? Qui expliquera que la fermeture des frontières, c'est la ruine de tous nos producteurs? Qui dira aux paysans français que le jour où ils ne pourront plus exporter leurs produit ne vaudra plus rien et leur revenu s'effondrera? Le Front National, pour moi, c'est le parti de la capitulation. C'est la capitulation en race campagne. On ne croit plus aux Français. On ne croit plus dans leur capacité à affronter la mondialisation. On ne croit plus dans leur savoir-faire. On ne croit plus dans le talent de nos ouvriers. On ne croit plus dans la force de nos créateurs. On ne croit plus dans la puissance de nos entreprises, de nos PME. Et donc, on ferme les frontières, on abandonne l'euro et on rase gratis. Voilà ce que propose Marine Le Pen. Eh bien, soyons forts aussi pour dénoncer les illusions de Marine Le Pen. Quand l'UMP aura retrouvé toute sa force, vous verrez que le Front National retrouvera sa faiblesse. Et moi, je considère que si nous sommes capables de retrouver cette force, eh bien Marine Le Pen ne sera pas qualifiée au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je vois trop de responsables politiques en France qui considèrent comme acquise la qualification de Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Moi, je ne la considère pas comme acquise et je me battrai contre cette hypothèse. Car je considère que si la droite retrouve sa force, sa puissance, son énergie, son enthousiasme, sa capacité à se battre, Marine Le Pen ne sera pas qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Et nous aurons par conséquent en 2017, non pas une élection par défaut, car une élection face à Marine Le Pen serait une élection par défaut, mais une élection d'espoir, reposant sur un projet, sur un avenir de la nation française. Et moi, c'est tout ce que je souhaite aux Français. Qu'en 2017, nous ayons une vraie élection d'espoir. Bien, là, tu as maintenant le micro, vas-y, je t'en prie. Helena Pitäis de television finlandaise.
toute l'Europe et tout le zone euro surtout attend les réformes économiques de la France, donc sur le déficit public et sur la dette publique, et tous les autres pays, déjà l'Espagne, l'Italie, le Portugal, les Irlandais, tout le monde a fait les réformes sauf la France. Alors, si demain vous êtes au pouvoir, qu'est-ce qui fait croire que vous arriverez à les faire? Parce qu'on a quand même un sentiment que les Français ne veulent pas tellement les réformes. Et votre parti, Nicolas Sarkozy, était élu à l'époque sur un mandat de réforme, il les a pas faites, et à l'époque, ce n'était pas la crise économique comme maintenant. Vous avez raison, chère madame, mais c'est bien pour ça que nous avons été battus. Si nous avions fait les réformes que nous avions promises, nous aurions gagné. Nous ne les avons pas faites et nous avons perdu. Nous avons perdu parce que nous avons déçu. Pas la peine de tourner autour du pot. Mieux vaut reconnaître les choses. Ensuite, vous parlez de déficit, de dette. Bien sûr que nous devons tenir nos engagements, je le souhaite. Mais je pense que ce que nous devons proposer aux Français, ce n'est pas uniquement un chiffre de réduction des déficits. Vous ne ferez pas un projet politique pour la France avec un chiffre de réduction des déficits. Ce n'est pas en proposant 100, 120, 150 milliards d'euros de réduction des déficits que les Français retrouveront confiance en eux-mêmes. Nous devons expliquer que les changements que nous voulons proposer vont améliorer la vie quotidienne des Français, vont renforcer la justice et l'efficacité de notre modèle, qui aujourd'hui est fondamentalement injuste et fondamentalement inefficace. Prenez les retraites. C'est le premier vecteur d'économie que nous pouvons faire. Mais il ne s'agit pas de faire une réforme des retraites pour faire des économies. Il s'agit de faire une réforme des retraites pour que tous ceux qui commencent à travailler aujourd'hui puissent savoir qu'ils auront des retraites financées le jour où ils quitteront leur travail. Il s'agit de faire une réforme des retraites pour que les retraites soient plus justes et que le calcul des pensions de retraite soit plus équitable. Quand je propose d'aligner les règles de cotisation du secteur public sur le secteur privé, c'est justement pour qu'on ait un système plus juste, plus équitable. Quand je propose que nous supprimions tous les régimes spéciaux de retraite, c'est bien pour avoir un système plus juste et plus équitable. C'est pas simplement pour faire des économies. Quand je propose que nous ayons un système de retraite par points, c'est bien pour que nous ayons un système plus juste, plus équitable et plus transparent, où chaque salarié pourra se dire au fur et à mesure de sa carrière, voilà où j'en suis, voilà ce que je toucherai si jamais je pars à la retraite. On ne fait pas les réformes uniquement pour répondre aux injonctions de Bruxelles. On engage un changement profond du modèle économique et social français pour qu'il soit plus juste, plus efficace. Prenez l'indemnisation du chômage. Ça fait 4 ans que je propose, contre ma propre famille politique, une réforme de l'indemnisation du chômage. Et certains ici s'en souviennent, quand j'étais à Marseille, responsable du projet, et que j'ai proposé une réforme de l'indemnisation du chômage en raccourcissant la durée d'indemnisation du chômage en France pour pouvoir mieux accompagner le chômeur dès le premier jour de sa perte d'emploi, tout le monde m'a dit non. Mais je ne le propose pas pour faire des économies, je le propose parce que je pense que l'indemnisation du chômage sera plus efficace quand on aura réduit la durée d'indemnisation et mieux accompagner le chômeur dès le premier jour de sa perte d'emploi. Notre projet politique doit avoir du sens. Et je pense que les Français, contrairement à ce que j'entends beaucoup dire ici et là, ils demandent ces changements. Ils demandent qu'on passe à un autre modèle économique. Vous savez, les Français sont lucides. Ils ont parfaitement compris que nous vivions sur un modèle qui est le même depuis 40 ans, qui ne marchait plus, qui créait toujours plus de pauvreté, toujours plus d'injustice. Ils ont parfaitement compris qu'on ne pouvait pas garder un modèle dans lequel on redistribue une richesse que nous ne sommes même pas capables de créer. Ils l'ont compris. Ils ont compris qu'on ne peut pas garder un modèle qui donne des aides sociales si généreuses que certaines personnes peuvent vivre avec des aides sociales aussi bien que ceux qui travaillent.
Ils l'ont compris. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Une seule chose, du courage. Ils demandent des responsables politiques qui aient le courage de faire les changements qu'ils attendent depuis maintenant des décennies, pas des années, des décennies. Les Français ont du courage, vous savez, madame. Ils ont beaucoup de courage. Ils ont le courage de supporter déjà les choix politiques qui leur sont imposés et qui ne correspondent pas à ce qu'ils souhaitent. Ils ont le courage de supporter un niveau de chômage qui est très élevé. Ils ont le courage de supporter des inégalités, des injustices qui sont inacceptables. Eh bien, j'aimerais juste que les responsables politiques aient, eux, le courage de faire les changements que les Français demandent. C'est là-dessus que nous serons jugés. Les gens chinoises, vas-y. Mais Bonjour Monsieur le Ministre, je suis correspondant du quotidien du peuple de la Chine. Comment voyez-vous le modèle chinois du développement? Quel est votre commentaire sur la politique chinoise de la France? Alors, un jour, si vous serez au pouvoir, comment vous allez faire? Vous avez 3 heures devant vous, parce que si vous commencez par avec la Chine, ça risque de prendre du temps. Je vais être très bref. mais il y a 3 millions de lecteurs au quotidien. La Chine, j'imagine, mais au regard de la population chinoise, ça fait moins bien que certains représentants de quotidiens nationaux, allemands, britanniques ou français ici. La Chine est un partenaire majeur de la France. Je pense que nous avons développé des relations qui sont solides, de très bonnes relations dans beaucoup de secteurs. Je pense à l'industrie agroalimentaire, je pense à l'aéronautique, je pense au secteur du luxe, je pense à un certain nombre de secteurs de services. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse approfondir cette relation avec nos amis chinois dans les années qui viennent. Tout le monde a à y gagner. Les Français ont à y gagner en matière d'emploi, en matière de création de richesses, et je pense que la Chine peut aussi y gagner avec la qualité des produits qui sont réalisés en France, le savoir-faire, les technologies qui existent en France et qui sont de qualité mondiale. Donc je ne peux que souhaiter un développement plus important des échanges entre la France et votre pays. Une question d'Epoch Times. Oui, tu as pris le micro. Nous amis allemands ont pris le pouvoir. Oui, Stéphane Simons du Spiegel Online. Alors on revient vers votre propre longue marche vers le pouvoir. Vous vous trouvez en concurrence avec M. Sarkozy. Dans quel point vous vous démarquez de ce concurrent et sous quelles conditions vous serez prête à le joindre, supposant que vous ne serez pas l'élu dans les primaires de l'UMP, les Républicains? D'abord, je ne suis pas candidat au J'ai primaire. demandé, es-tu donc candidat? Nous verrons, je serai peut-être candidat un jour, mais pour l'instant, je ne le suis pas. Et Nicolas Sarkozy non plus. C'est un fait. François Fillon, Alain Juppé, Xavier Bertrand sont candidats aux primaires. Nicolas Sarkozy et moi, nous ne le sommes pas. Nous verrons un jour si nous le sommes et si nous retrouvons cette compétition électorale de 2014 sous une autre forme en 2016. Pourquoi pas? Après tout, la compétition de 2014 s'est très bien passée. Donc celle de 2016 se passerait tout aussi bien. Ce que je sais, c'est que nous avons effectivement des différences sur un certain nombre de sujets, sur la pratique politique par exemple. Nicolas Sarkozy a déjà indiqué qu'il rétablirait le cumul des mandats. Vous connaissez ma position sur le sujet, je viens de le rappeler, je suis opposé à tout cumul des mandats. Nous pouvons avoir des points de différence aussi sur la conception du parti. J'ai déjà indiqué pendant la campagne que je souhaitais qu'on se tourne le plus vite possible vers les Français et qu'on ne s'occupe plus de statut ou de nom du parti. C'est un autre choix qui a été fait par les militants. Je respecte évidemment le choix des militants. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons des différences. C'est normal. C'est, je pense, même sain pour le fonctionnement de notre parti. Mais je crois pouvoir dire aussi que nous avons des valeurs communes. Nous avons une conception de la société qui nous rassemble et qui fait que nous sommes dans le même parti politique aujourd'hui. Il y a une question au fond là, Epoch Times. Bonjour, c'est Jean. Bonjour. Journal de Epoch Times, numéro 1 de tous les journaux en dehors de Chine continentale. Je voudrais poser une question sur les droits de l'homme en Chine.
parce que je crois que les deux pays sont grands, mais ont un lien très profond, culturel, historique. Parce qu'à mes yeux, la France est l'empire du milieu en Occident, dans le sens positif. Et aussi, selon l'ex-président chinois Hu Jintao, la France est le pays le plus influencé par la Chine actuelle. Parmi les grands pays, tous les pays démocratiques. Et aussi, la violation des droits de l'homme se passe tous les jours en Chine. Par exemple, au début mars, une chaîne de télévision de Hong Kong, chinoise, Phoenix Television, enregistrée à Hong Kong, mais le patron, ce sont des gens du système de renseignement de l'armée chinoise. Ils ont publié une interview d'un ancien ministre de la Santé chinois qui reconnaît l'existence de prélèvements d'organes des prisonniers à vivre dans beaucoup de cas. Donc, imaginons, c'est une chaîne semi-officielle chinoise. Bon, bien sûr, ça concerne la campagne anticorruption de Xi Jinping. C'est compliqué. Tu vas poser ta question. Oui, pour être rapide, je m'arrête là. Ma question, c'est que quel serait le changement de votre politique de Chine, notamment dans l'aspect en termes des droits de l'homme? Merci. Il y a une grande question qui se pose à la Chine, mais qui ne concerne que la Chine et les Chinois. C'est de savoir comment est-ce que l'on concilie un développement économique aussi rapide que le développement économique de la Chine aujourd'hui avec la nécessaire évolution du système politique. Et moi je crois que c'est à la Chine et aux Chinois de répondre à cette question-là. Et que nous n'avons pas de leçons à donner. Mais l'avenir de la Chine, effectivement, il s'écrira dans cette conciliation entre un développement économique extraordinairement rapide et une évolution politique qui est plus lente. Comment est-ce que ces rythmes s'harmoniseront dans les années qui viennent? C'est à la Chine et aux Chinois de répondre à cette question-là. La France n'est pas là pour donner des leçons aux autres pays. Elle est là pour faire respecter des principes, des valeurs, des règles auxquelles elle croit, pour les illustrer le mieux possible dans son propre fonctionnement, mais elle n'est pas là pour donner des leçons aux autres États. Bon, une question argentine, après j'en glisserai une petite quand même. Monsieur le ministre, Jorge Forbes, Radio Continental de l'Argentine. On assiste actuellement à la prise du pouvoir de la part des femmes. On le voit, Hillary Clinton qui est dans le statut. Dans le cas où, en France, dans votre parti, il y aurait une possibilité d'avoir une femme candidate, qui vous voyez actuellement? Je souhaite qu'il y ait une femme candidate aux primaires de mon parti en 2016. Cela me paraît indispensable. Je crois même que c'est une question de crédibilité pour les primaires de la droite et du centre en 2016. Qui sera la candidate? Nous verrons bien. Moi, je ne vais pas me prononcer à la place de celle qui pourrait être candidate. Si Nathalie Kosciusko-Morizet confirmait sa candidature, qu'elle a déjà évoquée, je crois, à quelques reprises, je pense que ce serait une très bonne chose. Je pense que ce serait une très bonne chose. Après, il y a d'autres femmes de grand talent de notre famille politique. Je pense à la campagne remarquable que Valérie Pécresse a commencée en Île-de-France. Personne ne peut contester le talent, le professionnalisme et l'intelligence politique de Valérie Pécresse. Vous avez à Paris d'autres femmes qui ont conquis des arrondissements de haute lutte et qui méritent aussi toute notre admiration. Je pense à Florence Berthoud dans le 9e arrondissement, dans le 5e arrondissement de Paris. Je pense à Delphine Burtry dans le 9e arrondissement. Là, je dis chapeau bas. Je pense que si nous avions autant de courage, autant de détermination qu'elles en ont eu,
eh bien, notre famille politique serait encore plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et je peux vous citer encore plein d'autres talents. Nous avons à droite beaucoup de femmes qui, avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination, montrent qu'effectivement, l'avenir de la politique en France aussi s'écrira avec les femmes. Valérie Pécresse a eu cette remarque sur les femmes, c'est souvent le sel dans les épinards ou le beurre dans les épinards, je ne sais plus quelle était exactement son expression. Moi, je souhaite que les femmes occupent toute leur place dans notre vie politique. Bien. Alors, vas-y. Après, Alex Oro, quotidien de Roumanie. Je voulais vous demander, nous avons dans les rues de Paris et de France des malades mentaux qui tuent. Qui a été condamné il y a quelques jours pour 4 assassinats, et l'assassinat de Chloé de hier par un malade mental connu en tant que tel a eu lieu. Comment voyez-vous une solution à cette situation, et par ailleurs, comment voyez-vous l'aspect du coût d'un détenu pendant 22 ans pour la société française et pour nos impôts? Je voudrais d'abord vous dire que j'ai été, comme je pense tous les Français, bouleversé par l'affaire de la petite Chloé, assassinée et violée par un ressortissant polonais à Calais. Je voudrais vous dire également que je trouve indigne la récupération politique qui en est faite par certains. Indigne. Il n'y a pas de place pour la récupération politique sur ce genre de sujet. Il faut comprendre ce qui s'est passé, établir la vérité des faits et en tirer toutes les leçons pour que ça ne se reproduise pas. Mais les propos à l'emporte-pièce, les condamnations faciles des uns ou des autres, la mise en cause personnelle, c'est totalement déplacé dans ce genre de circonstances, et même je trouve cela indigne et pas respectueux de la peine de la famille de Chloé ou de tous ceux qui l'ont connue. À ce stade de l'enquête, qu'est-ce qui, moi, me paraît ne pas fonctionner correctement? C'est que un homme violent, qui a été condamné à des peines de prison, et qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, ce qui signe la gravité des faits dont il a été coupable, puisse être renvoyé de France en Pologne sans que nous nous assurions qu'en Pologne, il soit bien mis sous les verrous. Il y a une coopération policière européenne, et elle est efficace. Mais il n'y a pas de coopération judiciaire à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Oui, les uns et les autres, c'est surtout à droite qu'il y a eu la récupération. Ce sont les responsables de... Je condamne toute récupération politique de ces événements. Je pense que nous devons comprendre ce qui s'est passé. Nous devons en tirer toutes les conséquences. Nous le devons à la famille de Chloé, à tous ceux qui l'ont connue et à tous les Français. Il me semble, à ce stade de l'enquête, et je le dis avec beaucoup de prudence, que la coopération judiciaire européenne n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, et pas à la hauteur de la coopération policière qui existe aujourd'hui. Nous devrions avoir l'assurance, quand nous renvoyons un délinquant ou un criminel de notre pays sous un mandat d'arrêt européen, que lorsqu'il arrive dans le pays qui est son pays d'origine, il est bien mis sous les barreaux, et que la coopération judiciaire entre les pays européens membres de l'espace Schengen soit suffisamment forte pour donner cette garantie à tous les citoyens européens que le délinquant ou le criminel est bien sous les verrous et hors d'état de nuire. Or, visiblement, cette coopération, elle a failli dans le cas d'espèce. Voilà, moi j'avais une autre question à poser, mais j'ai envie de réagir par rapport à Schengen. Bon, Schengen, on en parle beaucoup, puis c'est mis en cause à cette occasion. Déjà, Nicolas Sarkozy, dans sa campagne, voulait revoir l'espace. Et que faire aujourd'hui?
effectivement. Est-ce qu'il faut le laisser tel quel selon toi? Est-ce qu'il faut re-réfléchir? Est-ce que justement ces immigrations massives conduisent à une réflexion particulière? Je crois que c'est quand même un sujet oui, mais qui peut être que propre à bien l'Europe, sûr, d'ailleurs tout entière. c'est un sujet tout à fait essentiel, tu as raison. Nous avons un choix à faire. Est-ce que Schengen fonctionne bien? La réponse est non. Il y a deux volets dans Schengen, la libre circulation des personnes et le contrôle des frontières extérieures de l'Union. Et les deux vont ensemble. La libre circulation des personnes n'est possible que parce qu'il y a un bon contrôle des frontières extérieures de l'Union. Or, aujourd'hui, il y a une libre circulation, mais il n'y a pas de bon contrôle des frontières extérieures de l'Union. À partir de là, le choix est clair. Certains ont posé la question des différences avec Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Nicolas Sarkozy a proposé un retrait de Schengen. Ça n'est pas mon choix. Moi, mon choix, c'est au contraire de renforcer Schengen sur ce double volet du contrôle des frontières extérieures de l'Union et de la coopération judiciaire. Les deux sont aujourd'hui totalement insuffisants. Les frontières de Schengen ne doivent pas être des passoires. Les frontières de Schengen doivent être contrôlées. Quand je vois qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le contrôle systématique des passeports à l'entrée de Schengen et du contrôle de la conformité de ce passeport au fichier Interpol, que certains vous disent « Ah ben non, on ne veut pas faire la contrôle de conformité parce que ça irait trop loin ». Mais là, les bras vous en tombent. Vous dites « Si vous voulez tuer l'Europe, continuez comme ça ». Les Européens, ils veulent de la protection, ils ont raison. Ils ne veulent pas qu'on laisse rentrer n'importe qui dans l'espace Schengen, ils ont raison. Alors qu'est-ce qu'on attend pour faire ce contrôle systématique aux frontières extérieures de l'Union, de tous les documents d'identité pour vérifier que la personne qui rentre dans l'espace Schengen n'est pas fichée sur Interpol? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend sur les listes de passagers aériens? Ça fait des mois que ça dure. Et on n'arrive toujours pas à trouver de consensus. Est-ce qu'il y a une Eh bien, cette Europe-là, moi je vous le dis très européenne simplement, mais la réflexion, on n'en peut plus, les réflexions. On veut des décisions. L'Europe est en train de mourir. Voilà la réalité. Elle est en train de mourir faute de décisions politiques. Elle est en train de mourir faute de courage politique. Une Union européenne qui n'est pas capable, en quelques jours, à la suite des événements dramatiques que nous avons connus, de faire le contrôle immédiat de tous les passagers aériens, c'est une Europe qui meurt. Une Europe qui n'est pas capable de contrôler les frontières extérieures de Schengen, c'est une Europe qui meurt. Une Europe qui depuis 10 ans parle de parquet européen, de coopération judiciaire, qui discute, qui parle, qui fait des colloques, des réunions, des assemblées, mais qui ne décide pas, c'est une Europe qui meurt. Une Europe qui n'est pas capable d'envoyer des troupes au sol contre les islamistes radicaux au Mali et ailleurs, c'est une Europe qui meurt. Et je vais vous dire, c'est une Europe qui ne vaut rien. Parce qu'une Europe qui n'est pas capable de défendre ses valeurs les plus fondamentales, de respect des droits de l'homme, de liberté d'expression, c'est une Europe qui ne vaut rien. Je tire la sonnette d'alarme sur cette question européenne. L'Europe est en train de mourir et les responsables européens la laissent mourir sans rien faire, sans comprendre la gravité de la situation, sans voir que l'histoire est de retour. Qu'on le veuille ou non, l'histoire est de retour. Cette idée qui flottait il y a encore quelques années, que la démocratie libérale allait l'emporter sur tout le reste, que l'histoire était finie, que la paix universelle de Kant était désormais parmi nous en Europe, c'est fini. L'illusion a éclaté. L'histoire est de retour, avec sa violence, ses tragédies, ses menaces. Eh bien, je voudrais juste que l'Union européenne se mette à la hauteur de ce retour de l'histoire. C'est ça l'enjeu. Oui, mais il y en avait beaucoup avant. Il y en a beaucoup avant. Oui. J'ai le micro. Oui. Martinez Zimmermann, tout brièvement, quelle est votre position par rapport à la loi sur le renseignement qui va être votée dans le jour à venir? Est-ce que vous allez voter pour, contre, vous abstenir? Voilà. C'est comme ça va aussi avec la question de sécurité que vous avez évoquée. Est-ce que cette loi sur le renseignement est nécessaire? Oui. Elle est nécessaire parce qu'elle donne un cadre juridique aux activités d'écoute téléphonique administrative qui n'étaient pas encadrées jusque-là. Et je trouve que c'est bien d'avoir une loi qui encadre le travail des services de renseignement.
Est-ce qu'il fallait la passer en urgence? Non. L'urgence, c'est la lutte contre le terrorisme. L'urgence, ce n'est pas l'organisation des services de renseignement. Et je pense que c'est un sujet suffisamment sensible pour mériter plus de temps et plus de débats. On confond deux choses, la lutte contre le terrorisme et l'organisation des services de renseignement. Sur la lutte contre le terrorisme, il n'y a pas une seconde à perdre. Mais sur l'organisation des services de renseignement, je pense qu'il aurait été bon d'avoir un débat plus approfondi. Enfin, troisième remarque, j'ai alerté sur un certain nombre de sujets d'inquiétude qui sont partagés par beaucoup de Français. D'abord sur le champ d'application de la loi. Il est trop large. Il est trop large et il couvre des activités de rassemblement de personnes qui me paraît beaucoup trop flou et beaucoup trop large. Je demande que le champ d'application de la loi soit précisé. Deuxième sujet d'inquiétude, c'est sur la fameuse Commission nationale de contrôle des activités d'interception. Elle ne me paraît pas assez solide dans son recrutement ni dans son fonctionnement. Je souhaite qu'il y ait des améliorations qui soient apportées. Eh bien, mon vote dépendra des réponses que le gouvernement apportera sur ces deux points. Le champ d'application de la loi, le fonctionnement et le recrutement de la Commission nationale de contrôle des interceptions. Tu as une question, tu as le micro, ok. Je t'en prie, pour revenir à l'UMP, quelle est votre appréciation du processus des primaires et pensez-vous que ce processus résistera à la guerre des chefs? Je pense justement que ce processus il est fait pour éviter la guerre des chefs. Et j'ai une appréciation très positive sur ce qui a été mis en place. Je pense que Thierry Solaire a fait un remarquable travail pour répondre aux attentes et aux inquiétudes des uns et des autres, et que nous avons aujourd'hui un dispositif de primaire qui est solide, qui est juste, qui est transparent, et qui devrait satisfaire les ambitions légitimes de tout le monde. Et franchement, c'était pas gagné pour la droite, c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour nous. Ça aurait pu donner lieu à des polémiques ou à des difficultés entre nous, il n'y en a pas eu. Et c'est grâce, une fois encore, au travail formidable qu'a fait Thierry Solaire. Moi, je pense que le processus est sur de bons rails. Il peut toujours y avoir, à un moment donné, un incident ou un autre, mais le processus est sur de bons rails. Et je crois qu'il va justement éviter à la droite d'avoir une guerre des chefs et qui nous permettra d'avoir un vrai débat de projet. L'intérêt des primaires, c'est ça. C'est éviter la guerre des chefs pour avoir au contraire un débat de projet. Et ensuite, les sympathisants, militants, choisiront le meilleur projet et celui qui est le plus à même pour le porter. Bien. Moi, je glisse une question. Je voudrais revenir à l'Europe qui galère pour trouver une solution à la crise grecque. Quelle est ton analyse sur la situation en Grèce en général? Et est-ce qu'on va pouvoir les maintenir dans l'Europe, dont ils le souhaitaient? Enfin, comment vois-tu les choses? Je vois les choses simplement. La Grèce paye les mensonges de M. Tsipras. Voilà tout. Elle paye les mensonges de M. Tsipras. M. Tsipras a fait croire à la Grèce qu'on pouvait raser gratis, qu'on pouvait augmenter les salaires des fonctionnaires et qu'on pouvait s'asseoir sur les engagements européens pris par la Grèce. Et M. Tsipras est en train de découvrir qu'il y a des règles, qu'il y a des obligations communes et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un ensemble comme la zone euro. Maintenant, de deux choses l'une. Soit M. Tsipras et sa majorité comprennent que la Grèce doit respecter ses engagements, qu'elle doit réduire ses dépenses publiques, réduire ses déficits, tout simplement pour ne pas peser sur les autres États européens qui financent la Grèce, je le rappelle. Soit ils décident de rompre avec la zone euro, puis la conséquence sera une sortie de la Grèce de la zone euro. Voilà exactement le choix face auquel nous sommes, mais ce choix c'est d'abord celui du gouvernement grec. On ne peut pas faire le bonheur des gens à la place des gens. Si le gouvernement grec décide de ne respecter aucune de ses obligations, de ne pas réduire ses déficits, de ne pas faire rentrer les impôts dans les caisses de l'État grec, et à un moment donné, les autres États membres de la zone euro ne voudront plus payer pour la Grèce. Et ça conduira inéluctablement à une sortie de la Grèce de la zone euro. Pauvre grec. Pardon.
Le désastre Et on me dit toujours, pour les Grecs ou pour l'Europe? désastre pour l'Europe, drame pour l'Europe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Surtout pour les Grecs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que ce sera surtout un drame pour les Grecs, parce que ça provoquera un appauvrissement complet du peuple grec. Le peuple grec est un grand peuple, est un peuple ami, et je ne souhaite pas ces drames au peuple grec. Mais quand vous mentez aux gens, comme l'a fait M. Tsipras, forcément vous récoltez aussi les fruits de ce mensonge. Pauvres gens. Je souhaite te poser une question. Voilà, voici le... Sur Schengen. Ah bon, alors. L'autre question maintenant, c'est à propos de primaire. Est-ce que vous êtes d'accord que le centre va voter de primaire avec l'UMP? Oui, moi je souhaite que les primaires soient les plus ouvertes possibles. Et j'aimerais que le centre participe effectivement aux primaires. Vous savez, les primaires, c'est fait pour éviter la guerre des chefs, comme le disait monsieur tout à l'heure. C'est fait aussi pour nous donner un élan. Un vrai élan pour gagner. Et donc, plus nous serons nombreux, plus l'élan sera puissant. Donc je souhaite, moi, que les primaires soient les plus larges possibles, avec le nombre de votants le plus important possible. J'ai fixé la barre à 2 millions de votants. Je pense que ce serait bien qu'il y ait 2 millions de votants qui se déplacent au minimum pour ces primaires. Et je souhaite évidemment que le centre vienne participer à ces primaires. C'est-à-dire, vous avez déjà parlé beaucoup de la Chine populaire, mais pas du Japon. Voilà. Mais pendant... Je ne peux pas parler de tous les pays, malheureusement. Mais on peut parler de l'Iran aussi, qui est un sujet d'actualité important. Pendant l'époque de Jacques Chirac, c'était la relation avec la France et le Japon, c'était très intéressant. Mais après, la Chine, maintenant, c'est la deuxième puissance économique. Mais maintenant, c'est un peu le Japon sombre. Mais vous savez, madame, la monogamie ne vaut que pour le mariage. Ça ne vaut pas en matière de relations internationales. Donc on peut très bien avoir plusieurs relations dans les relations internationales. Ce qui fait toute la beauté des relations internationales. Donc ce n'est pas... Nadège qui sourit. Ce n'est pas parce que nous avons une très bonne relation avec la Chine que nous ne pouvons pas garder une très belle relation avec le Japon. Et je connais bien le Japon. Je pense que le Japon, c'est la France de l'Extrême-Orient. Même culture, même finesse, même attachement au développement du territoire, même culture littéraire très importante. Donc pour moi, le Japon, c'est la France de l'Extrême-Orient. Daniel Drey, Stockholm. Il va y avoir la grande conférence sur le climat à la fin de l'année. Quelle est votre position sur le nucléaire, sur le gaz de schiste, sur toutes ces questions D'abord, je souhaite que nous obtenions le meilleur résultat possible à la fin de l'année 2015 sur cette conférence climat. L'enjeu, il est absolument essentiel, tout le monde l'a compris. Nous pouvons et nous devons progresser. Le nucléaire est pour moi un facteur de progrès dans la direction de respect de l'environnement. Il ne s'agit pas de faire du tout nucléaire, mais je pense que c'est en France, dans l'articulation entre le développement d'un nucléaire de pointe et le développement des énergies renouvelables, que nous trouverons le bon équilibre et la réponse à la question énergétique dans le respect de l'environnement. Moi, je constate que l'abandon du nucléaire en Allemagne conduit à continuer à faire fonctionner les centrales à charbon et pose beaucoup de problèmes environnementaux. Là, il me semble que le choix qu'a fait la France de maintenir un parc nucléaire important tout en développant les énergies renouvelables est le bon choix. Et c'est un choix d'ailleurs qui devrait faire l'objet d'une vraie continuité d'une majorité à l'autre. Parce que sur les questions énergétiques, vous ne pouvez pas changer votre fusil d'épaule tous les 5 ans. C'est des investissements qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros où il serait bon que nous gardions la même politique sur plusieurs décennies. Renforcement d'un nucléaire de pointe, avec la sécurité, la sûreté qui va avec, et développement des énergies renouvelables. Sur le gaz de schiste, je ne vois pas pourquoi on s'interdirait d'évaluer les réserves de gaz de schiste en France.
Moi, j'aimerais qu'on évalue les réserves de gaz de schiste en France sérieusement. Aujourd'hui, personne n'est capable de vous dire quelle est la réalité des réserves de gaz de schiste. Je ne vois pas non plus pourquoi on s'interdirait le développement de capacités de production différentes de celles de la fracturation hydraulique. La France a suffisamment de savoir-faire, d'ingénieurs, de haute technologie, pour pouvoir développer son propre moyen d'exploitation des gaz de schiste qui soit le plus respectueux possible de l'environnement. Ces deux choses-là, évaluation des ressources et poursuite de la recherche sur l'extraction, me paraissent indispensables. Ou alors c'est que la France tourne le dos au progrès, tourne le dos à l'intelligence scientifique, tourne le dos à sa tradition d'ingénieur, qui est une des traditions les plus importantes au monde. Et à partir de là, nous pourrons prendre une décision raisonnable sur oui ou non, est-ce que cela vaut le coup d'exploiter des gaz de schiste en France. Mais nous ne pouvons prendre cette décision de manière raisonnable et de manière lucide que si nous avons répondu aux deux premières questions, y a-t-il des réserves, oui ou non? Avons-nous les capacités d'exploitation respectueuses de l'environnement, oui ou non? Bien, tu as ta Oui, réponse. bon, sur le premier point, les énergies nucléaires. En Finlande, il y a un J'ai visité le chantier, je vais vous dire, j'ai visité le chantier de l'EPR en Finlande, je n'ose pas dire il y a combien de temps, parce que c'est une honte pour le contrat qui a été passé entre la France et la Finlande. Dominique de Villepin était Premier ministre. Vous voyez, ça remonte déjà à très très longtemps. À très très longtemps. Eh bien, l'EPR n'est toujours pas sorti de terre. Je pense qu'on ne peut plus se permettre d'avoir des contrats qui durent aussi longtemps et des contrats qui sont aussi peu respectueux. Je pense que ça montre aussi une faillite de l'État actionnaire, la capacité que nous avons à gérer correctement Areva, à tenir nos engagements vis-à-vis de nos partenaires européens. Areva, c'est 5 milliards d'euros de pertes en quelques années. C'est pas acceptable, c'est une faillite de l'État actionnaire. Donc ça ne veut pas dire non plus d'aller plus rapidement vers ces énergies renouvelables? Ça veut dire surtout mieux gérer Areva pour que les choix stratégiques faits dans la filière nucléaire française soient de bons choix stratégiques et respectueux aussi de nos partenaires européens. Donc, quelques remarques sur un sujet qui demanderait des heures de réflexion et qui est un sujet qui me passionne, comme tu le sais. Je ne suis pas favorable à ce que nous renouions des liens avec Bachar el-Assad. Et je pense que ce serait une double erreur. C'est une erreur d'abord vis-à-vis du peuple syrien, qui a été opprimé par Bachar el-Assad. Et on ne peut pas s'asseoir sur les décisions d'un dictateur qui a employé des armes chimiques contre son propre peuple et qui continue à le martyriser. La réelle politique a des limites. La deuxième raison, c'est que si cette réelle politique pouvait nous permettre véritablement de mieux lutter contre le terrorisme islamiste, à l'extrême rigueur, on pourrait considérer les choses. Mais je pense que Bachar el-Assad joue sciemment avec l'islamisme radical sur son propre sol, pour se présenter comme le rempart d'une menace qu'il nourrit. Donc je ne vois absolument pas dans Bachar el-Assad une solution, je pense qu'il est au contraire une partie du problème. Ensuite, sur la question iranienne, je rappelle que c'est en 2003, lorsque Dominique de Villepin était ministre des Affaires étrangères, que nous avons décidé de lancer cette négociation avec l'Iran sur la maîtrise du parc nucléaire iranien. J'ai eu l'occasion de le dire à l'ambassadeur d'Israël il y a quelques jours. Je sais parfaitement que l'Iran garde dans sa constitution la volonté de détruire l'État d'Israël. Et que cela est évidemment totalement inacceptable. Et je sais aussi que le meilleur moyen d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, c'est de trouver un accord avec les Iraniens. Cet accord, nous travaillons dessus depuis 2003. J'ai personnellement travaillé dessus, personnellement négocié en 2003 une partie de cet accord. Eh bien moi, je me félicite qu'en 2015, l'accord puisse aboutir. Est-ce que
toutes les garanties ont été données. Pas encore. Pas encore. Il faut renforcer les inspections de l'AIEA. Il faut peut-être allonger certains délais qui ont été fixés par le premier accord. Mais il y a des bases solides sur le niveau d'enrichissement de l'uranium, qui est limité à 3,26%. Sur le retraitement du plutonium dans l'usine à eau lourde d'Arak, c'est une deuxième garantie qui a été donnée. Donc je crois que sur un certain nombre de points, des garanties ont été apportées qui doivent permettre à l'Iran de disposer du nucléaire civil, mais ne jamais avoir accès à la bombe. L'Iran ne doit pas avoir accès à la bombe. L'Iran ne doit pas et ne peut pas avoir accès à la bombe parce que ce serait une contravention flagrante de ses engagements au titre du traité de non-prolifération et parce que l'Iran, je le rappelle, a toujours comme intention déclarée la destruction de l'État d'Israël. Pour ces deux raisons, nous devons tout faire pour empêcher que l'Iran ait accès à la bombe. Oui, Daniel. Encore une question. Je regarde Dimitri qui regarde sa montre. Vas-y, présente-toi. On dit que Daniel Raymond, Argentine. On dit communément que Alain Juppé est trop vieux, que Bruno Le Maire est trop jeune. Donc, qu'y a-t-il à droite à part Nicolas Sarkozy? Je n'aime aucune des remarques qui sont faites sur l'âge des uns ou des autres. On n'est jamais trop vieux, on n'est jamais trop jeune. On a l'âge de ses ambitions et de ses rêves. J'ai l'âge de mes ambitions et de mes rêves. Et j'assume toutes mes ambitions et je poursuis tous mes rêves. Ce sera le mot de la fin.